Aujourd'hui, à Sans fil, la crise immobilière au Canada, pourquoi on est rendu là et quelles sont les solutions possibles. Donc, avant de parler de solutions à la crise du logement, il faut comprendre pourquoi on en a une et il y a deux raisons pour ça, l'offre et la demande. Donc, la demande, c'est assez simple. La composition des ménages a changé. Il y a de plus en plus de familles monoparentales reconstituées, des ménages qui se font, défont, ce qui crée une pression sur la demande de logement. Parce que si deux parents se séparent, c'est deux maisons, c'est plus une, puis les gens ne veulent souvent pas des trois et demi dans ce temps-là, par exemple. Il y a aussi l'immigration. Au Canada, on accueille de plus en plus d'immigrants, puis la cible du gouvernement est rendue à 500 000 immigrants par année dans les prochaines années. Ça crée une pression sur la construction de logements et de maisons. Donc ça, c'est les deux raisons principales pourquoi la demande augmente. Une fois qu'on sait que la demande augmente, il faudrait que l'offre suive. Puis présentement, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Ben, tout d'abord, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des bons terrains construisibles en région urbaine. Puis là, je ne parle pas de s'exiler à la campagne à l'autre bout. Donc, avoir des terrains proches des services, proches des écoles, des épiceries, des grandes villes, des travails. Donc, ça, c'est la première raison. Il n'y a pas beaucoup de terrain, donc il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour faire de la construction. Tout coûte plus cher. On ne peut plus construire des maisons à prix modique. Tu sais, quelqu'un a un budget de 1000 $ par mois pour un logement, construire un logement qu'on va louer 1000 $ par mois avec le coût des matériaux, de la main-d'œuvre, l'inflation, les taxes, les assurances, nommez-le. C'est un enjeu. Rénover les logements actuels, même chose. On parlait justement il y a 2 secondes, là, la main-d'œuvre coûte plus cher, tout coûte plus cher. Puis, entre autres, au Québec, on est lié par le tribunal administratif du logement qui fait qu'on ne peut pas officiellement mettre de l'argent dans un logement et récupérer ça sur un horizon raisonnable, ce qui fait que les propriétaires laissent aller les logements. Ils sont dans un état ordinaire, si, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des bonnes augmentations de loyer, ou ils préfèrent se tourner vers du neuf, plus dispendieux. Puis là, des logements à 1500, 1800 $ par mois, mais c'est peut-être pas tout le monde qui peut se permettre ça avec leurs revenus, avec les dépenses qu'ils ont dans leur vie. Donc, ça devient un enjeu. L'offre abordable sur le marché n'est plus là. Puis l'offre trop chère que bien les gens peuvent se payer. Oui, c'est facile de construire des maisons à 1 million, mais qui peut se payer ça aujourd'hui? C'est vraiment pas facile. Donc, maintenant qu'on a parlé des causes de la crise du logement, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Je vous donne quelques pistes. Première chose, c'est qu'on peut évidemment facilement aider les gens démunis avec de l'aide au logement, que ce soit construire des coops, des logements sociaux, subventionner des loyers. Mais je ne suis pas un grand fan de l'intervention du gouvernement, bien que c'est important, puis je ne dis pas qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de HLM ou de loyer modique, ça en prend, mais il pourrait aussi aider en subventionnant les logements de certaines personnes sous certaines conditions. Comme ça donnerait au privé la responsabilité de s'en occuper, mais le gouvernement aiderait les gens les plus démunis, par exemple les familles avec enfants, à avoir des logements de bonne taille. Ça pourrait être une option, donc l'aide aux personnes démunies. Une autre piste de solution à court terme, ce serait de convertir des immeubles à bureaux qui commencent à avoir de plus en plus de vacances en logement. Ce pas tous les immeubles qui peuvent s'y prêter, mais si un immeuble est vide puis n'est pas rentable, pourquoi ne pas utiliser ça pour faire une RPA, des logements à prix modique, des logements abordables? Il faudrait au moins explorer cette avenue-là. Puis j'ai vu dernièrement un article à l'Île des Sœurs qui avait un projet de convertir une tour à bureau en logement quand même plus luxueux, mais c'est quand même utiliser un actif bâti pour faire ça. Pourquoi ne pas au moins regarder cette option-là? Faudrait que les règles pour la rénovation de logements changent pour que oui, les logements restent abordables, mais soient aussi des logements de qualité. C'est pas parce qu'on n'a pas un budget à tout casser qu'on ne peut pas avoir quelque chose de décent. Puis là, je ne parle pas de dire un logement à 800 $ avec des comptoirs en quartz. C'est pas ça que je dis. Avoir quelque chose de propre, sécuritaire, pas de moisissure, pas d'infiltration d'eau partout, comme on voit dans plusieurs taudis. Faudrait rendre ça attrayant pour les propriétaires de rénover leur logement et de louer à des gens à budget restreint. Faudrait trouver une façon de changer la mécanique parce que présentement, ça ne fonctionne pas partout. Faudrait moins de red tape. C'est-à-dire que présentement, demander des permis de construction, des permis de lotissement, il y a beaucoup d'étapes, puis je comprends, puis là, je ne veux pas dire que, par exemple, il faut galvauder les études environnementales quand on fait un développement, ou qu'il ne faut pas penser à une certaine accessibilité à des logements, mais c'est lourd, la bureaucratie. Quand on regarde dans des municipalités des cahiers pour la construction, là, on parle de centaines et de centaines de pages, ça devient un frein à l'investissement, parce que les gens disent, c'est pas trop compliqué, laisse donc faire,
ils laissent faire la construction. Donc, rendre ça plus simple, la construction, sans toutefois délaisser les principes de protéger l'environnement, l'accessibilité universelle, une certaine uniformité dans le quartier. Ne pas permettre une tour de 42 étages à côté d'une maison unifamiliale, mais réduire la bureaucratie. Ça prend aussi une meilleure planification à court, moyen, long terme. Je commence à le voir, puis on l'a vu avec Hydro-Québec, mais on commence à voir aussi dans les municipalités des problèmes avec des moratoires parce que les aqueducs municipaux, les égouts municipaux sont à capacité. Il y a des problèmes de route. Je parlais d'Hydro-Québec tantôt, l'électricité. Là, on parle d'augmenter notre production d'électricité parce qu'il faut construire de plus en plus de propriétés, plus l'électrification des transports, l'économie verte. Mais il faut planifier ça sur 10, 15, 20, 25 ans à l'avance. Sinon, là, on arrive comme là avec des moratoires, on dit, ben, désolé, mon égout ne prend plus rien, je ne peux plus construire. Ben, si on ne peut plus construire dans certaines municipalités, ça n'aide pas pantoute l'offre, ça crée même un déséquilibre, il va juste avoir plus de demandes et moins d'offres. Donc, il faut vraiment mieux planifier l'implantation urbaine. Puis je vais rajouter quelque chose, il faudrait densifier le territoire. C'est déjà en cours dans la CMM de Montréal, même dans les quartiers existants. Il faudrait permettre la densification, puis je vais te donner l'exemple du quartier La Flèche à Saint-Hubert. Il y a des gens qui aiment moins ça, mais il y avait beaucoup de maisons unifamiliales qui ont été démolies pour faire place à des triplex. C'est une construction d'une grandeur raisonnable, à peine plus gros qu'une maison à étage. Mais au lieu d'avoir sur un terrain une famille, il y a 3 familles. Je comprends que quand c'est notre voisin, on aime moins ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'ouvrir notre horizon à ça dans le futur parce qu'il faut densifier le territoire, pas juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, mais aussi pour l'écologie et rendre le transport en commun plus efficace, les services locaux plus efficaces. On veut tous avoir des piscines, des arénas. Ça prend des bassins de population, donc augmentons notre densité de population, même dans les secteurs bâtis, en plus des quartiers neufs. Je pense que c'est une belle solution à moyen et long terme, par exemple, pas à court terme. Finalement, la dernière chose, ça c'est quelque chose que chacun peut faire, puis je sais que c'est pas facile. Le rêve du bungalow là, que les parents avaient dans les années 70, 80, 90, on a notre petit bungalow en banlieue avec 6000 pieds de terrain. Il faut peut-être revoir nos attentes dans le genre de propriété qu'on va avoir. Si on est pour densifier le territoire, ben on n'aura plus des bungalows ou même des cottages sur le terrain de 5 à 6 000 pieds de terrain. Ça va devenir l'exception et non la règle. On va avoir des maisons arrangées, des condos sous forme de triplex, des blocs de 4 à 6 étages et plus. Donc, ça va devenir la nouvelle norme, mais il faut faire le sacrifice du rêve qu'on avait. Donc, il faut moduler nos attentes en fonction des genres de produits qu'on va se faire offrir. Puis c'est pas facile parce que moi, le premier, j'aime ça, avoir un terrain, je suis chanceux. Ça fait 20 ans que j'ai une maison avec un terrain. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que mes enfants vont pouvoir avoir ça. Donc, c'est malheureusement un changement que les gens vont devoir faire. Êtes-vous d'accord avec les solutions proposées? Écrivez-le en commentaire si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, pas de problème. Moi, je suis toujours ouvert au dialogue, à la discussion. J'aime ça parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître. Si vous avez aimé le contenu, un pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on met du contenu à chaque semaine qui ont rapport à l'immobilier. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!